Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles aux éperviers. Pour ce nouveau numéro, on retrouve Serge Akakpo. Serge, comment tu vas? Ça va, merci, ça va. Bah écoute, toi, déjà, merci pour ton temps, puisqu'on devait déjà se voir après la dernière journée là, du match contre le Burkina. Ouais. Donc merci pour le temps que tu nous accordes. Mais d'ailleurs, si je m'en souviens bien, la dernière interview qu'on avait fait ensemble, c'était quelques semaines avant la CAN 2017. À l'époque, t'étais encore membre de la sélection, t'étais l'un des capitaines. Il y a pas mal de choses qui ont bougé entre-temps, hein, puisque tu as pris ta retraite sportive assez tôt, à 32 ans. Entre-temps, t'es devenu consultant sur les chaînes de Canal+. Si je ne me trompe pas, donc t'as obtenu même ton diplôme d'entraîneur UEFA A. Puisque tu as même été le coach adjoint du club de Sainte-Geneviève en France en National 2, avant d'être appelé du coup à faire partie du staff de l'équipe nationale en tant que manager général. Bah déjà, bravo. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à arrêter ta carrière sportive aussitôt pour emprunter cette voie-là? Bah, disons que c'était par la force des choses, hein. C'était pas prévu. Moi, j'avais pas prévu de m'arrêter à ce moment-là. J'avais prévu plutôt de jouer encore peut-être 2 ans, de continuer encore un petit peu. Mais j'ai eu une blessure. J'ai eu une rupture du tendon d'Achille. C'était au mois de mars ou avril, je crois, 2019. Okay. Pendant un match de championnat en Turquie avec mon dernier club, Elazığspor. Et en fait, c'est rupture du tendon d'Achille, c'est une blessure assez grave, assez conséquente. Ouais. Donc du coup, j'avais vu un spécialiste, j'avais fait tous les examens, et donc le spécialiste m'avait dit que on pouvait opérer, mais dans tous les cas, il fallait du temps. Okay. Minimum, c'était 6 mois de rééducation, mais en cas d'opération, il m'avait dit la carrière c'était terminé, mais il m'a conseillé, on a privilégié plutôt la rééducation longue, qui prenait plus de temps, mais où il y avait plus de chances de rejouer en fait, okay. De retrouver un niveau acceptable. Donc j'ai privilégié cette voie-là, donc j'ai fait la rééducation, et en fait il se fait qu'au moment où j'ai commencé à reprendre et à retrouver mon niveau, on était au début du Covid, au début 2020. Entre-temps, au mois d'octobre, j'ai mon club où j'avais encore 1 an et demi de contrat, qui a été rétrogradé administrativement, okay. Pour des problèmes de salaire impayé, etc. Bon, on connaît la Turquie. Donc ça veut dire que je me suis retrouvé en janvier-février 2020, en fait, avec mon contrat qui s'était annulé officiellement. Donc il fallait faire des recours à la FIFA, etc. Et en même temps, en train de reprendre de ma blessure, j'étais en train de reprendre, je retrouvais un petit peu le rythme. Donc, et il y a eu le Covid. Okay, il y a eu le Covid, donc à ce moment-là, j'avais quelques touches et tout, mais c'était compliqué. Et en même temps, il y avait la vie de famille aussi, puisque ça faisait beaucoup de temps, ça faisait quelques années que j'étais parti à l'étranger. Entre-temps, la famille s'est agrandie. J'avais mon fils qui allait commencer l'école en France dans quelques mois. Okay. Donc, j'ai pris en compte tout ça parce que c'est important, hein, le plus important, il y a le football, mais il y a la vie de famille. Et surtout que moi, là, j'étais plus à la fin qu'au début. C'est pas à ce moment-là que j'allais construire ma vie. Les choses importantes, je pense que c'était déjà fait. Donc il n'y avait pas besoin de dire que je devais jouer encore 10 ans pour construire ma vie. Donc à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je me suis dit c'est peut-être le moment de s'arrêter et de penser à la suite et de se consacrer aussi à la famille parce que c'est important. Ok, en gros, le moment était venu, quoi. Ouais, le moment était venu et on va dire qu'au début, ça a été difficile. Mais le Covid m'a aidé, la période Covid, le confinement m'a aidé parce qu'à ce moment-là, tout s'est arrêté pour tout le monde. Ouais. C'est pas seulement moi qui ai arrêté, c'est tout le monde qui s'est arrêté à ce moment-là. Et donc, on va dire que ça m'a aidé à prendre la décision. Voilà. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu es manager général de la sélection. Oui, manager général de la sélection. Ouais. Ok, je te pose la question parce que on entend team manager, manager général. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et si oui, en fait, c'est quoi tes responsabilités au sein de l'équipe? Oui, il y a une différence. Il y a une grosse différence. Hein. Alors, un team manager, c'est celui qui organise
les rassemblements, on va dire, de l'équipe nationale. Ok. C'est celui qui gère un petit peu le quotidien de la délégation pendant le rassemblement, pendant le stage. Il y a la gestion administrative, d'une part. Après, ça va jusqu'aux réunions techniques, par exemple, les informations autour du match, etc. Mais on va dire que ça s'arrête, son champ d'action s'arrête à peu près à ça. Il n'est pas habilité, on va dire, à rentrer sur la sphère technique. C'est-à-dire la partie sportive, on va dire. Ouais. Donc ça, c'est le team manager. Il est là, il est à disposition de l'équipe, en règle générale de l'équipe nationale, alors que moi je suis manager général. Manager général, ça veut dire que mon champ d'action est beaucoup plus large. Okay. Donc il y a forcément, on va dire que ça englobe les responsabilités du team manager, donc tout ce qui est côté administratif, autour du match, les informations, les déplacements, etc. Donc l'organisation des rassemblements. Donc ça, c'est une partie importante. Ensuite, moi, j'ai beaucoup d'autres prérogatives. J'ai une responsabilité sportive. Déjà, dans la politique sportive, ouais. Pour être plus précis, dans la politique sportive, ça veut dire que je dois anticiper, planifier les échéances à venir. Sur le plan sportif, ça veut dire sur le plan humain, sur le plan ressources, qu'est-ce qu'on aura besoin sur le terrain et hors du terrain pour arriver à atteindre nos objectifs. Je suis plutôt dans la vision. Certains sont dans l'objectif. L'objectif, le prochain objectif, c'est la CAN 2023, c'est de se qualifier. Ouais. Moi, je suis dans la vision. La vision, c'est la CAN 2023 et après. Qu'est-ce qui va se passer après? Ouais. Donc après, il y a les éliminatoires CAN 2025, éliminatoires Coupe du Monde 2026, etc. Donc moi, je suis au jour d'aujourd'hui, beaucoup parlent de 2023. De la CAN 2023, moi, dans mon travail, je suis déjà tourné vers 2025-2026. Donc, disons qu'il y a cette partie-là. Après, disons qu'au niveau, quand je dis responsabilité dans la politique sportive, je ne m'immiscie pas dans le travail du coach. Okay. On collabore, on travaille ensemble. Mais par exemple, comme j'ai pu entendre des fois, je ne fais pas les listes, par exemple. Okay. C'est pas moi qui choisis les joueurs, mais je peux déterminer des profils. Okay. Déterminer des profils, ça veut dire que je peux donner des indications au coach par rapport à l'équipe, à l'ensemble de l'équipe. Il nous manque tel profil de joueur. Voilà, si j'estime que c'est un exemple, hein, on a 3 attaquants, mais que les 3 attaquants ont le même profil, je peux dire au coach, par rapport à ma vision, par rapport à ce que je vois, on a 3 attaquants qui ont le même profil. Il nous en faudrait un qui soit de ce profil-là, ou qui soit capable de faire ceci ou cela, ou anticiper aussi l'avenir. C'est par exemple... aujourd'hui, je vais vous donner un exemple concret, récent. Lors de la dernière double confrontation, on a un joueur comme Romao, par exemple, qui a joué à un poste qui n'était pas forcément le sien, parce qu'il manquait des joueurs, ou parce que le coach aussi a fait des choix, parce qu'il estimait que c'est lui qui correspondait le plus à ce poste-là, pour jouer ce rôle-là à ce moment-là. Mais Romao, il a 38-39 ans, par exemple. Ouais. Donc moi, c'est mon rôle un petit peu, même si le coach le sait, mais il y a déjà 1 an ou 2 ans, moi je lui disais déjà, c'est mon rôle d'anticiper, de faire comprendre au coach, il faut déjà trouver qui va remplacer Romao. Il faut déjà trouver les profils nécessaires pour pouvoir remplacer Romao. Romao, demain, il peut nous appeler et dire j'arrête ma carrière. C'est possible. Hein. Ah ouais. Fin de saison, là, par exemple, Romao peut arrêter sa carrière. Donc Romao n'est pas le joueur sur qui on va compter pour se dire il sera là dans 1 an, il sera là dans 2 ans, il sera là dans 3 ans. Non, on le sait. Ouais. Il est revenu pour consolider un petit peu, aider un petit peu dans cette transition, avec pas forcément des jeunes, mais il y avait aussi des cadres, hein, mais consolider un petit peu, aider à faire cette transition-là. Il a accepté son rôle, il le fait à 100%, il est concentré, mais lui et nous savons que c'est pas une solution pour l'avenir. Donc c'est mon rôle aussi de préparer cette transition-là, de savoir qu'il faut chercher des solutions à tout moment. Donc il y a cette partie-là. Après, je suis aussi la progression de l'équipe. Suivre la progression de l'équipe, ça veut dire que je dois mesurer un petit peu les performances de l'équipe après les matchs, après les entraînements. On a des débriefings avec le coach sur 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs. Je dois être capable de dire au coach on va dans la bonne direction ou on va pas dans la bonne direction, de critiquer aussi parfois ce qui se passe, un match, ce qui a été, ce qui n'a pas été, mais c'est aussi d'évaluer un petit peu nos résultats, de les promouvoir quand c'est bon, ou de les critiquer ou les rectifier
quand il y a des choses à changer, mais tout ça dans un esprit de collaboration. Ouais. Voilà, c'est vraiment dans un esprit de collaboration. Donc il y a plusieurs parties, on va dire, sur le plan sportif, on va dire, où on va dire que j'apporte un petit peu mon expérience, mon expertise technique que je mets à contribution pour le coach. Après, il y a d'autres choses, hein. On va dire que je dois aussi, je suis responsable aussi un petit peu de la discipline autour de l'équipe nationale, lors de nos rassemblements et de nos différentes sorties aussi. Voilà, quand on se rassemble, que ce soit à Lomé, à l'hôtel, quand on fait une sortie, quand on va au Maroc, quand on va n'importe où, on va jouer un match à l'extérieur, en Afrique du Sud, etc. Je suis responsable un petit peu de tout ce qui est discipline autour de l'équipe nationale, donc de mettre un peu d'ordre, voilà, de donner des limites un petit peu à chacun, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, etc. Donc il y a cette partie-là. Après, j'ai une responsabilité aussi dans le relationnel entre la FTF, les joueurs, leurs représentants, leur club, donc directeur sportif, agent, leur team manager, leur famille. Donc je sers de lien un petit peu entre tout ça. On va dire que je gère cette relation-là. Donc quand il y a un souci, quand il y a quoi que ce soit où il faut passer des informations ou autre, je sers de lien un petit peu entre toutes ces composantes-là. Et on va dire que mon rôle aussi, c'est d'être source de propositions aussi pour la FTF. D'être source de propositions pour l'avenir, pour l'organisation, pour pas mal de choses, ou de mettre des projets sportifs en place, comme c'est le cas par exemple pour les U23 depuis 1 an maintenant. Donc c'est d'être source de ce genre de propositions, mais en aucun cas, je répète bien, en aucun cas, même si j'en ai les compétences, mon rôle n'est de superviser des joueurs, par exemple. Moi, je ne supervise pas les joueurs. Ça, c'est le rôle du staff technique et qui le fait très bien. Mais ça, c'est pas mon rôle. Moi, je peux te donner des indications sur tel profil, sur tel joueur. On peut me parler de certains joueurs, mais je peux pas les valider. Je donne l'information au staff technique. On peut me parler d'un joueur. Je peux dire, il y a tel joueur qui joue dans tel club dont on m'a parlé. Mais ça sera à eux d'aller superviser, c'est-à-dire le rôle de vraiment superviser. Ça, c'est le staff. Après, moi, j'interviens, on va dire, un petit peu dans l'incorporation de ces profils-là. Tu pars aussi, du coup, à ce moment-là, tu pars à leur rencontre par exemple, là, tu viens de dire pour quand tu entends parler d'un joueur qui joue dans un club à l'étranger, donc c'est toi qui vas à leur rencontre pour leur expliquer un peu le projet sportif au niveau de l'équipe nationale. C'est ça, il faut distinguer 2 choses. Alors, il y a les joueurs qui sont à l'étranger, donc les expatriés, ou les joueurs potentiels qu'on est en train de courtiser, et les joueurs locaux, donc qui évoluent sur le plan local au Togo. Sur le plan local, ça c'est le staff technique, le coach et son staff, donc qui supervisent les joueurs. Moi, le coach, il m'a fait découvrir énormément de joueurs que je connaissais pas. Certains qui sont venus dernièrement en sélection. Moi, c'est des joueurs dont il m'a parlé il y a quelques mois. Les Evra, les Amouzou, les Urobodi, tout ça, c'est des joueurs que le coach m'a fait découvrir, que je connaissais peut-être de nom, mais que je ne suivais pas spécialement avec un œil. On les connaît parce que certains qui sont avec Asco, par exemple, jouent la Coupe CAF, la Coupe des Confédérations, donc forcément, on les suit. On connaît les noms, mais on ne va pas les suivre sous cet angle-là. Mais le coach, lui, il les regarde de cette manière-là. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir ces joueurs-là. Avant même, il m'a fait découvrir d'autres joueurs, que ce soit pour les A ou pour les U23. Pour les U23, des joueurs comme Abalo Denis, comme Mathieu Doche, comme Daniel Atisso, comme Bataille, Emmanuel, Bruno Avotor, par exemple. Tous ces joueurs-là, par exemple, c'est le coach, moi, qui m'a fait découvrir ces joueurs-là. Donc, sur le plan local, c'est vraiment lui et son staff qui s'occupent. Maintenant, sur le plan international, et notamment en Europe, oui, c'est moi qui m'occupe pas de superviser, mais de créer le contact. C'est-à-dire que de créer le contact avec le joueur, tout simplement. On va dire que moi, mon travail, c'est de créer une base de données
conformément aux exigences et aux consignes du coach. Donc forcément, on va dire que je trie un petit peu. Donc lui aussi, des fois, on lui propose des profils, des joueurs. Donc il m'envoie, dès qu'il reçoit un profil, il m'envoie, il me dit de vérifier, de prendre des informations, etc. Moi, c'est de créer cette base de données-là. Je trie un petit peu, je lui envoie les joueurs au fur et à mesure. Maintenant, c'est son travail à lui, c'est lui qui doit superviser ces joueurs-là. Okay. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, on a des outils, on va dire, des outils qui nous permettent de suivre tous les matchs de tous les joueurs sans avoir forcément à se déplacer. Okay. Donc n'importe quel joueur qui joue en RDC, qui joue en Hongrie, qui joue au Brésil, qui joue en France, qui joue en Angleterre, le coach, il est là, il peut regarder tous ces matchs. Tous les matchs, il peut tout regarder. À n'importe quel moment, le match il vient de finir, 30 minutes après, il peut regarder son match. Donc, il supervise, c'est lui qui regarde le joueur, qui valide le profil. Et on va dire que moi, quand il me renvoie les profils qu'il a validés, ça peut être 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs. Il y a parfois des joueurs que je lui ai envoyés avec beaucoup d'enthousiasme, où je lui disais « Ah, coach, regardez, ce joueur-là, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort », parce que j'avais regardé quelques vidéos, où lui, après, il me répondait « Non, il est nul ». Tu vois, c'est pour te dire. Donc, il n'y a que lui qui valide ce que lui veut. Donc, moi, j'ai pas forcément... C'est pas que j'ai pas mon mot à dire, mais sur le plan technique des profils, c'est lui qui valide. Il a le dernier mot. Voilà, maintenant, quand lui me renvoie ce qui l'intéresse, c'est là où moi, mon rôle, c'est de prendre contact, de prendre avec le joueur, de prendre contact avec lui, avec son entourage, avec le club, avec son agent, etc. De créer le contact. Et parfois de me déplacer, parce que pour certains, je me suis déplacé pour aller les rencontrer. Ça a été le cas avec, encore une fois, avec l'équipe A, comme avec les U23, où je me suis déplacé pour aller les voir, pour parfois aller les convaincre, parfois aller discuter avec eux, leur présenter le projet, tout simplement, leur expliquer un petit peu le mode de fonctionnement et dans quelle direction la FTF et notamment le ministère qui est derrière nous veut aller, les objectifs qu'on souhaite atteindre. Et après, une fois que ce contact il est créé, où on va dire que le joueur, entre guillemets, a accepté, je repasse la main au coach qui, là, lui, rentre avec le joueur clairement sur le plan, sur l'aspect technique. Donc, moi, mon rôle, c'est de lui donner un maximum de solutions. Un maximum de solutions, de joueurs, etc. Après, c'est lui qui valide. Ok. C'est très détaillé tout ça là. C'est important. Hein. Je pense que c'est détaillé, mais c'est des détails importants puisque c'est ce qui permet justement le bon déroulement des choses, quoi. Ouais, non, c'est vrai. On va évoquer plein de sujets de toute façon pendant cet entretien. Donc, le premier évidemment, ça va porter sur le parcours des éperviers pour les éliminatoires pour la CAN 2023. On est tombé dans un groupe où on a hérité du Burkina Faso, du Cap-Vert et de l'Eswatini. Au début, pas mal d'observateurs nous voyaient comme l'un des favoris du groupe avec le Burkina. Mais d'entrée, on a buté sur un match nul contre l'Eswatini. Puis une défaite face au Cap-Vert. Et il y a quelques semaines, on a eu une double confrontation du coup avec le Burkina, qui s'est soldée par une défaite en extérieur et un match nul à domicile. D'abord, c'est quoi ton sentiment face à cette double confrontation contre le Burkina ? Déjà, je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais, parce que tu disais que certains nous voyaient comme favoris, enfin l'un des favoris. Dans ce groupe-là, favori basé sur quoi ? Parce que concrètement, à part le fait que oui, le Togo a été mondialiste et a peut-être fait un quart de finale de CAN, là sur ces dernières années, dans ce groupe-là, on n'est pas les favoris. Dans ce groupe-là, clairement, les deux favoris, c'était le Burkina et le Cap-Vert. C'est-à-dire si on doit prendre en réalité sur le moment, la réalité du moment, c'est le Burkina et le Cap-Vert. Le Cap-Vert a fait les dernières CAN. Le Cap-Vert a fait la dernière CAN, où ils ont performé, ils ont été très bons, ils sont sortis de leur poule. Ils ont un vécu récent qui est au-dessus d'une autre. Donc déjà, je pense qu'il faut remettre les choses en contexte. Après, il faut parler aussi un petit peu de je vais pas dire ce mythe, parce que ça a existé, mais de ce climat un petit peu où beaucoup critiquent ou ont tendance à dire oui, le Togo, avant c'était mieux, avant ceci, avant on faisait ça, avant... Mais en réalité, moi, selon moi, mes informations et ce que je vois, moi-même j'ai joué. Le Togo ne s'est pas non plus qualifié à toutes les CAN continuellement. La seule chose, c'est que
souvent, on ne ratait pas 2 CAN d'affilée. C'est ça. Donc c'est ce qui fait que, en fait, dans l'imaginaire un petit peu, on a l'impression que le Togo est assez présent. Et quand on se qualifiait ou lors des éliminatoires, il y avait des grandes victoires. Il y avait souvent soit une grosse victoire contre une grosse nation, contre le Cameroun, contre le Maroc, contre le Sénégal. Il y avait un quart de finale de CAN en 2013 où on a sorti la Tunisie et l'Algérie. Ouais. Donc c'est des choses qui marquent un peu les esprits, donc qui donnent l'impression que... Mais en réalité, depuis 2006, depuis Coupe du Monde et CAN 2006, le Togo n'a participé qu'à 2 CAN. Les 2 CAN, c'était 2013 et 2017. Donc, entre-temps, il y a eu la CAN 2008. CAN 2010, on s'est qualifié, mais on ne l'a pas joué. CAN 2012, CAN 2013, CAN 2015, CAN 2017, CAN 2019 et là, CAN 2021. Ouais. Donc, sur 8 CAN, on a été présent à 2. Voilà, on a été présent à 2. Donc, aujourd'hui, encore une fois, je dis qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, faire preuve de bon sens. Le bon sens voudrait dire qu'on manque de régularité. Ouais. On manque de régularité. Ça veut dire que quand on parle de favori, un favori, ça veut dire que c'est une équipe qui est sur le moment costaud et en même temps dans le temps, qui fait preuve de régularité. Et justement, c'est ce qui manque un petit peu au Togo. C'est-à-dire que nous, on a des éclats, on a des moments comme ça, on fait des exploits. C'est des exploits qu'on fait en fait. Mais des exploits, ça suffit pas à être favori. Donc, je pense qu'il faut remettre un peu d'ordre autour de ça, parce que je l'ai entendu beaucoup de fois. Cette chose-là, oui, avant ceci, avant on avait une équipe, avant ceci, oui, peut-être dans l'attitude, peut-être dans le fighting spirit, dans ce que dégageait l'équipe, c'était différent, mais en termes de résultats, c'était pas non plus extraordinaire. Donc, il faut remettre les choses en contexte. Maintenant, concernant les 2 derniers matchs, pour être honnête, il y a quand même des regrets. Je pense que en termes de points, sur le plan comptable, c'est catastrophique parce que il fallait au moins faire 3 ou 4 points, je pense, contre le Burkina. Et c'était l'objectif. C'était de faire au moins 3 ou 4, voire 6. Parce que quand tu joues un match, il faut le gagner. Hein. Les 2 matchs, quand on démarre les 2 matchs, moi, dans ma tête, c'était la victoire. Et je pense que sur le terrain, ça s'est vu. Justement, c'est la deuxième partie. Ça va être la deuxième partie de mon explication. Donc, sur le plan comptable, oui, c'est pas bon. Faut se dire la vérité. 1 point, c'était pas ce qui était du tout prévu ou espéré. Maintenant, à côté de ça, à travers ces 2 matchs-là, j'ai l'impression que l'équipe a quand même progressé en termes de performance, parce que des fois, il y a les résultats, mais il faut mesurer la performance aussi. En termes de performance, je pense que l'équipe était au rendez-vous. Faut pas oublier que le Burkina, en ce moment, c'est une grosse équipe sur le continent. Ils font partie des favoris. Ouais, c'est une équipe qui fait trembler tout le monde, qui a fait trembler le Cameroun à la dernière CAN, chez eux, qui a fait une grosse CAN, qui est capable de sortir n'importe qui. Et sur 2 fois 90 minutes, je pense qu'on les a regardés dans les yeux. Personne ne peut dire aujourd'hui que sur 2 fois 90 minutes, là, le Burkina était supérieur au Togo. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant les matchs, avant ces 2 matchs-là, personne ne pouvait dire que le Togo pouvait tenir tête comme ça au Burkina. Donc, je dirais que... D'ailleurs, j'en ai discuté avec un des anciens joueurs, il y a quelques jours. Okay. On a parlé et il m'a dit une chose importante, c'est que il m'a dit on peut perdre, mais il faut que la défaite soit cohérente. C'est qui t'a dit ça? C'est un ancien, je vais pas dire le nom, c'est un ancien joueur très connu qui fait partie des plus grandes stars ou des plus grands noms du football togolais, okay. Avec qui j'ai discuté il y a quelques jours. Donc on est revenu un petit peu sur ces 2 matchs-là, ouais. Et il m'a dit, il était déçu, hein, il était vraiment déçu des résultats. Mais il m'a dit, des fois, on apprend aussi à travers les défaites. Il m'a dit, parfois, c'est pas le cas, parce que des fois, il m'a dit, il y a des défaites, l'équipe n'a pas été au niveau. Ouais. Mais il m'a dit, là, c'est vrai que l'équipe n'a pas su gagner, mais c'était une défaite ou des défaites, parce que bon, les 2 matchs, on peut considérer que c'est des défaites. Hein. Mais il m'a dit, il y a des défaites, des fois, qui sont cohérentes, et ces 2 matchs-là, c'était cohérent. Donc, il m'a dit, là, quand les joueurs mouillent le maillot, donnent le maximum, font le maximum sur le terrain, ça se voit, tout le monde le voit. Donc, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Donc, j'ai envie de dire que sur le plan comptable, il y a forcément des regrets. Et je suis le premier qui était très déçu. Ça a été difficile. Hein.
Surtout le match aller, mentalement, c'était très, 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 très difficile. Franchement, c'était moralement, je pense que tout le monde a été touché. Tout le monde a été touché. Et justement, je tiens à féliciter les joueurs d'avoir su, 4 jours après, refaire un match comme ils l'ont fait à Lomé. Parce que franchement, la déception du match aller, là, c'était énorme. Parce que c'est un match où c'était clair. C'était clair, le Togo devait normalement marquer au moins 2 buts. Minimum 2 buts. 2 buts au moins, c'est-à-dire au pire des cas, bon, tu repars avec un match nul, t'es déçu déjà. Même avec un match nul sur ce match-là, t'es déçu. Mais là, vu la manière dont tu perds ce match-là, c'était pas facile. Donc je félicite les joueurs, franchement. Je leur ai dit et je le redis encore aujourd'hui. Félicitations aux joueurs pour l'attitude, le caractère qu'ils ont montré, le moral, le mental, la solidarité, l'unité qu'ils ont eu entre eux, parce que ça s'est vu sur le terrain. Aujourd'hui, on a une équipe qui est solidaire, qui est unie, qui se bat ensemble, qui travaille ensemble. Et donc, je pense qu'il y a un travail qui commence à se voir. Les joueurs prennent conscience aussi, et ça, c'est important. Donc, mais malheureusement, il nous a manqué cette petite chose, parce que dans le football, il n'y a que la victoire qui est belle. Exactement. Là, aujourd'hui, on est là à parler des regrets, de ceci, de cela, nanana. Le plus important quand tu joues, c'est les 3 points. Et malheureusement, c'est ce qui il nous a manqué, et c'est ça nous montre aussi là où se situe le Burkina. Ça veut dire que sans avoir été dominant, sans avoir été vraiment au-dessus du Togo, ils ont quand même pris 4 points contre nous. Donc ça nous situe un petit peu aussi, quoi. Après, c'est vrai que par rapport à la situation actuelle, bon, c'est vrai que, comme tu as dit, là pour le coup, on est dans une situation qui est un peu compliquée, puisqu'on a 2 points. Il nous reste 2 dernières journées qui sont vraiment une valeur de finale, parce que du coup, la défaite, elle est interdite si on a encore espoir de se qualifier pour la CAN 2023. Mais du coup, selon toi, comment dire, beaucoup se demandent, que ce soit les fans, que ce soit des observateurs, que ce soit des journalistes sportifs et tout, beaucoup se demandent, au final, qu'est-ce qui manque, et c'est peut-être ça qui fait que beaucoup sont assez nostalgiques d'une certaine époque. Il y en a beaucoup qui se demandent, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au football et aux footballeurs togolais pour rivaliser sur le plan continental. Aujourd'hui... Alors, ce que tu dis, c'est vrai. Quand tu dis que oui, beaucoup sont nostalgiques un petit peu du passé. Le souci, c'est qu'il y a eu un manque d'anticipation. Tout à l'heure, tu as parlé de 2017. Tu disais que c'est la dernière fois qu'on s'était entretenu. C'est aussi la dernière fois que j'ai porté le maillot togolais. Et lors de la CAN 2017. Et c'est la dernière fois que le Togo a fait une CAN. Donc depuis, on ne s'est plus qualifié. Juste après cette CAN-là, il y a quand même quelques joueurs qui ont quitté l'équipe ou qui ont commencé à délaisser un petit peu l'équipe nationale. Donc des anciens joueurs, des joueurs confirmés, des joueurs qui étaient titulaires, qui faisaient partie à part entière de l'équipe depuis 7, 8, 9 ans, dont moi-même. Quand vous enlevez à une équipe, là je ne parle pas d'un joueur, je parle de plusieurs joueurs, donc quand vous enlevez à une équipe pas une ossature, mais vous enlevez quelques joueurs cadres de l'équipe, normalement il faut que ce soit anticipé. Normalement il faut que derrière, il faut qu'il y ait des jeunes qui puissent reprendre directement le flambeau, qui puissent compenser un petit peu. Alors là pour le coup, c'est vrai que c'était pas forcément prévu, c'était pas forcément le cas, il n'y avait pas forcément d'anticipation dans ce sens-là, ce qui fait qu'il y a eu une période où on a senti que l'équipe était pas loin du niveau, du top niveau, mais il manquait toujours quelque chose, soit un petit peu d'expérience. Des fois on se disait l'équipe elle est encore jeune, ou il manquait certains joueurs, c'est-à-dire il y avait toujours c'était un peu bancal. Je vais donner l'exemple d'un joueur, par exemple Ilyas Bebou. Faut savoir que Ilyas Bebou, par exemple, quand il arrive en équipe nationale, c'est 6 mois, même pas, c'est 4-5 mois avant la CAN 2017. 4-5 mois, c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que quand il joue la CAN 2017, il a que 4-5 mois d'équipe nationale. C'est pas comme si c'était 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Il a que 3-4 mois. Donc qu'est-ce qui vous fait croire que juste après la CAN 2017, donc courant 2017 ou 2018, Bebou a assez d'expérience pour porter l'équipe? C'est un exemple que je te donne. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un joueur
arrive immédiatement en équipe nationale et qui devienne un cadre directement, qui s'impose et qui soit l'un des joueurs importants, qui porte l'équipe techniquement, etc. Ça arrive, mais c'est pas la norme, on va dire. C'est-à-dire que normalement, quand tu arrives dans une équipe nationale, au niveau international, il faut un certain temps d'adaptation, il faut rentrer dans l'équipe, il faut s'installer. Donc un joueur comme Bebou, par exemple, arrive et immédiatement après, on lui demande d'être un petit peu l'un des leaders offensifs de cette équipe-là. Ouais. C'est difficile, c'est pas facile, c'est-à-dire qu'il faut du temps normalement pour arriver à ça. Donc c'est pour expliquer un petit peu, hein, pour dire que s'il n'y a pas ce travail d'anticipation qui est fait, c'est normal que ça tombe. C'est normal que ça tombe et qu'il faut du temps pour relancer un petit peu la machine. Maintenant, au-delà de ça, je vais parler plus de manière générale. Moi, ça c'est mon avis. J'estime que le footballeur africain, togolais ou malien, sénégalais, tout ce que vous voulez, a des qualités naturelles qui lui permettent d'être normalement le meilleur au football et dans le sport en général. On va dire, que requiert si on se demande qu'est-ce qui requiert que demande le football de haut niveau, c'est la technique. La technique, le footballeur africain l'a. Pourquoi ? Parce que le footballeur africain joue dans la rue, un peu comme les Brésiliens, les Argentins, etc. Le footballeur africain, il l'a. L'endurance, le footballeur africain, il l'a. La force physique, il l'a. Le côté athlétique, il l'a aussi. Donc toutes ces qualités-là, c'est un petit peu ce que requiert le football de haut niveau. Naturellement, comme je dis encore une fois, naturellement, le joueur africain l'a. Mais maintenant, toutes ces qualités-là, elles se travaillent et elles se maximisent. Donc ça veut dire qu'il faut les développer, ces qualités-là. Si vous les avez de base, mais si vous ne les travaillez pas, si vous ne les développez pas, elles ne peuvent pas se maximiser, elles ne peuvent pas devenir fructueuses. Voilà, c'est un petit peu là où je veux en venir. Mais dans tout ce que j'ai cité, dans toutes les qualités que j'ai citées, il y en a une qui est importante et primordiale dont je n'ai pas parlé, c'est l'intelligence de jeu et la culture. Enfin, ça va ensemble, hein, c'est l'intelligence de jeu, la culture tactique, les repères tactiques. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, il y a le côté qualité intrinsèque qu'il faut développer, mais de l'autre côté, il y a ce côté qualité d'intelligence de jeu, de culture tactique, de repères tactiques qui manquent, souvent qui manquent. Et comment, justement, on comble ce côté-là, donc ce dont je parle, la culture tactique, l'intelligence de jeu, etc., c'est par la formation. C'est là où je veux en venir, en fait. Par la formation, la formation de base. Justement, est-ce que tu trouves pas, on va dire qu'on se focus sur ces 5 dernières années, est-ce que justement tu trouves pas que le football africain, de manière plus globale, est-ce que tu penses que on a quand même avancé? Quand tu vois, par exemple, les dernières CAN, le niveau de jeu par rapport à les CAN qu'on pouvait avoir dans les premières années 2010, tu vois que il y a quand même un palier sur lequel je pense, mais je pense que beaucoup d'autres observateurs l'ont vu, mais en termes de niveau de jeu, ça a pas mal évolué en termes de ce qui est donné sur le terrain, que ce soit voire même à travers des équipes qu'on n'avait jamais vues à ce stade de compétition. Tu parlais justement du Cap-Vert, mais tu sais, t'as des pays même genre comme la Gambie et tout qui ont justement su passer un cap. Est-ce que tu penses du coup qu'on est au niveau africain, qu'on est sur une bonne évolution, mais du coup au niveau national, donc sur le plan au niveau nous togolais, où est-ce que tu nous situerais dans cette avancée justement? Pour répondre à la question si on a senti une avancée sur les 5 dernières années, oui. Moi, en tout cas, selon ma propre analyse, le déclic ou on va dire le changement s'est opéré ou s'est vu lors de la CAN 2019 qui s'est jouée en Égypte. C'est là où vraiment moi j'ai été impressionné par le niveau général global des équipes africaines. C'est-à-dire sur la CAN 2019, c'est là où je me suis rendu compte que le Togo n'est pas présent, je sais pourquoi. Parce que CAN 2019, quand j'ai vu le niveau de toutes les équipes, il y a eu bien sûr la performance du Bénin, il y a eu des équipes, le Mali
avec tous ces jeunes qui, pour moi, qui devaient aller au bout, mais qui a manqué peut-être un peu d'expérience. C'est-à-dire beaucoup d'équipes se sont... Voilà, le Nigeria qui est tombé en demi-finale, sans parler de l'Algérie, du Sénégal, le Maroc qui s'est fait sortir contre le Bénin, mais dans des situations... Mais ils méritaient, je pense, d'aller beaucoup plus loin en termes de ce qu'ils avaient produit. Donc, pour moi, la CAN 2019, ça a été vraiment le palier. C'est le palier qui a été franchi par l'ensemble des équipes africaines. J'ai vu même, je crois qu'il y avait le Zimbabwe aussi. Lors de la CAN 2019 aussi. Ouais. Il y avait une ou deux équipes qui n'étaient pas forcément au niveau des autres, mais globalement, la majorité était au niveau. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un travail qui est fait, tout simplement. Je pense qu'il y a un travail qui est fait, un travail de fond qui est quand même fait dans chaque pays. Je parlais tout à l'heure de la formation de base. Ouais. C'est justement cette formation-là qui nous fait défaut et qui fait que nos joueurs sont dépréciés un petit peu sur le marché des transferts. C'est ce qui fait qu'un joueur français ou allemand ou brésilien coûte tant et qu'un joueur africain coûte peut-être un peu moins. Ça commence à s'inverser, notamment avec les joueurs maliens, les joueurs sénégalais, parce qu'ils ont une formation, il y a une politique de formation qui s'est mise en place sur le plan national, où les joueurs sont vendus maintenant. Il y a des jeunes joueurs sénégalais, maliens qui sont vendus à 17 ans et demi, 18 ans, qui sont vendus 1 million, 2 millions d'euros. Ouais. Ça, j'ai vu les chiffres, j'ai vu les documents. On a des joueurs qui sont en Ligue 1 aujourd'hui, les Diomansi, Sinali Diomandé, des joueurs qui sont à Lens, des joueurs qui sont à Salzbourg, des joueurs qui sont un petit peu partout. C'est des joueurs qui ont été vendus, qui ont été achetés, ou vendus à ces prix-là. Ouais. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 5, 6 ou 10 ans. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que ça évolue. Donc nous, par exemple, sur le plan national, un joueur dont je regrette vraiment le parcours et qui me vient à l'idée maintenant, c'est Elom Niavedji, par exemple, qui est un joueur... tout à l'heure, je parlais des qualités intrinsèques, physique, athlétique, vitesse, force, endurance. Il a tout ça. Il a toutes ces qualités-là. C'est-à-dire, c'est incroyable, c'est une bombe. On était parti jouer au Sénégal lors des éliminatoires Coupe du Monde en septembre 2021. Donc à ce moment-là, Duarte venait d'arriver. Je lui avais demandé de regarder un petit peu les images, puisque du coup, il avait regardé les images des matchs amicaux qui avaient lieu, en tout cas les derniers matchs qui avaient lieu, où Niavedji rentrait en jeu. Immédiatement, il est tombé amoureux de ce joueur. Parce qu'il correspondait à ce que lui, en tant que coach, attendait d'un joueur. De la réactivité, on va dire, de l'énergie, de l'envie, de la volonté. Tout ce que lui veut chez un joueur, il l'avait chez ce joueur-là. Donc même s'il traversait une période difficile sur le plan personnel avec son club, etc., le coach Duarte voulait quand même l'accompagner justement dans ce processus-là, il l'intégrait. Et quand on est parti jouer au Sénégal, j'ai revu un ancien coéquipier à moi, avec qui j'ai joué, Ousmane Ndoye, qui est venu au stade, donc qui a vu le match. Et Niavedji était rentré en jeu en seconde période. Donc après le match, il est venu à l'hôtel. Donc on s'était assis pour discuter. Et il me dit, mais Serge, je crois qu'il portait le numéro 17. Il me dit, ouais, votre numéro 17, là, c'est qui? Je dis, c'est qui? Donc je revois un petit peu l'affiche, parce que je ne savais pas. Donc je lui dis, je vois, c'est Elom Niavedji. Il me dit, mais il est trop fort. Je dis, ouais, tu trouves? Il me dit, il est trop fort. Il me dit, c'est le meilleur. Il me dit, de tous les joueurs que j'ai vus, là, il dit, c'est lui le meilleur. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, il n'a pas de club. Il dit, c'est pas vrai. Tu vois un peu là. Il me dit, c'est pas vrai. Quand on prend le cas de Niavedji, on se rend compte que ce qui lui manque ou ce qui lui a manqué un petit peu, c'est peut-être cette formation de base qui aurait pu peut-être le faire progresser plus vite, faire en sorte qu'il soit mieux apprécié par des clubs, par des observateurs, je sais pas. Hein. Mais ça symbolise un petit peu ce que je suis en train de dire. Après, à contrario, pour mettre un petit peu en valeur aussi le travail sur le plan national, malgré tout, vous avez aujourd'hui en équipe nationale des joueurs comme Jen, Fodo, vous avez Plaka et d'autres, je ne vais pas citer tout le monde, Thibaut, Klijé par exemple, des joueurs qui ont commencé sur le plan national, qui ont évolué,
Certains ont dû passer par des championnats intermédiaires comme Dieng au Cameroun avec Coton Sport. Fodo est passé par le Gabon, après par le Maroc, et qui aujourd'hui sont titulaires en équipe nationale. C'est ça. Tu vois, donc ça veut dire que c'est possible, mais c'est 3 ou 4 sur je ne sais pas combien. Normalement, des Dieng, des Fodo, des Plaka, des Thibaut, aujourd'hui on doit en avoir 15, 20, 30. Ouais. C'est ce qui fait la différence avec d'autres nations. Ouais. Bah, pour le coup, là, ce que tu as soulevé sur la formation, c'est intéressant. On va y revenir très vite. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est quoi l'état d'esprit là en ce moment au sein d'Uni pour les dernières journées là qui vont arriver? Bah, je pense que l'état d'esprit, il est plutôt bon. Encore une fois, il y a de la déception, ça c'est sûr, mais pas de la déception qui touche au moral en fait. C'est-à-dire qu'il y a de la déception parce que les joueurs ont senti qu'à un moment donné, ils ont pratiquement touché. Ils ont été là où il fallait aller, en tout cas en termes de performance, d'investissement, de courage, de volonté. Je pense que voilà, tout le monde l'a vu, mais il y a une prise de conscience. Donc c'est l'état d'esprit qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience. Les joueurs savent qu'ils sont capables de le faire. En étant unis, en étant en étant sérieux, en étant concentrés, parce qu'il y a la concentration aussi, c'est des choses qui nous ont manqué à certains moments dernièrement. Donc les joueurs sont conscients, il y a une prise de conscience actuellement. Donc c'est un petit peu l'état d'esprit du moment. Ok. Alors justement, tu as parlé de formation, tu as parlé de miser sur l'avenir, et on a vu émerger du coup les éperviers de la catégorie U23. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Oui. Alors disons que l'idée de relancer la catégorie U23, parce qu'il y avait eu un moment, il y a peut-être 5 ou 6 ans, une ou deux sélections justement U23. Donc l'idée de relancer les U23, disons qu'elle est apparue à peu près, on va dire en septembre, octobre 2021, au début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Okay. Parce que on venait de faire déjà en juin le stage à Antalya, et ensuite on a joué contre le Sénégal, et sur ces deux sélections-là, mon constat, je me suis rendu compte, justement, je parlais tout à l'heure de mon rôle, mon poste de manager général, m'a poussé justement à commencer à travailler, à savoir à trouver des solutions, etc. Je me suis rendu compte, à ce moment-là, j'ai constaté qu'on avait un manque de profondeur dans l'effectif. C'est-à-dire que c'était encore plus criant au Sénégal. Okay. Pourquoi ? Parce que contre le Sénégal, en fait, les deux matchs qu'on avait, Sénégal-Namibie, il nous manquait quand même quelques joueurs. 4 ou 5 joueurs qui étaient blessés ou qui n'avaient pas encore repris le championnat ou problème de club. Il y avait 4 ou 5 joueurs qui avaient des soucis. Et là, j'avais l'impression que l'équipe, elle était décimée. Okay. Impression, hein, je ne dis pas que c'était le cas, mais j'avais l'impression que l'équipe était décimée. Quand on joue le match au Sénégal, on joue en titulaire, je parle, on joue avec 5 joueurs qui sont un peu en méforme sur les 10 joueurs de champ. Okay. Tu avais Agbozo, Oloufadé, Arolou qui n'avaient pas encore repris leur championnat. Donc en Tunisie et au Bahreïn, qui n'avaient pas encore repris leur championnat. Gilles Sounou revenait de blessure. Il s'était entraîné juste 1 ou 2 fois avec son club avant de venir. Enifoul était en méforme aussi. Et un 6e, le petit Nadjombe, qui avait joué latéral droit, n'avait jamais joué. Donc le coach a hésité entre lui et Athé. Il hésitait parce que justement, il faisait avec ce qu'il avait. Il hésitait un petit peu. Athé aussi, il venait de commencer seulement au mois de juin. Donc il a fait un choix. Donc ça veut dire sur les 10 joueurs de champ, on en avait 6 qui étaient soit comme le petit Nadjombe nouveau, qui n'avait jamais joué, qui était très jeune, et les autres qui étaient en méforme. Et malgré ça, on a quand même réussi à tenir. C'était pas dégueulasse ce qu'on a montré. À tenir pratiquement presque 60 minutes, mais au final ça n'a pas tenu. Voilà. Donc après ces 2 matchs-là, je me suis dit que ça allait être compliqué de continuer comme ça. Pour, on va dire que j'ai fait un petit peu l'état des lieux, et pour atteindre nos objectifs à moyen et long terme, donc les objectifs sur peut-être 2 ans, voire 4-5 ans, il fallait trouver une solution plus pérenne, c'est-à-dire où on pouvait avoir justement un vivier de joueurs sur lesquels compter, puisque
Nous, Togolais, on n'a pas non plus une démographie comme le Nigeria ou comme d'autres pays ou comme le Mali ou le Sénégal où chaque semaine ou chaque 3 mois, il y a toujours un nouveau joueur qui vient d'éclore là, qui finit meilleur buteur de tel championnat ou qui a éclos en Ligue Europa ou je sais pas quoi. On n'a pas ça. Ouais. Les joueurs togolais, on les connaît. Donc même des fois, ça me fait rire quand certains me disent « Ouais, trouve-nous un attaquant, trouve-nous un défenseur. Où ?» je sais, tu vois ce que je veux dire? Okay. On se connaît, c'est-à-dire que voilà, on connaît les joueurs togolais. Donc il y a eu ce côté-là. Donc j'ai fait un petit peu l'état des lieux. Ma première solution ou ma première volonté, ça a été de proposer à la FTF de reprendre depuis le début, donc la formation de base. Une formation de base en suivant les étapes spécifiques justement de la formation, qui sont simples. Vous avez l'initiation au football entre 7 et 12 ans. C'est apprendre les fondamentaux et l'éducation sportive. Où on apprend qu'est-ce que c'est les limites d'un terrain, il y a 2 gardiens, il y a un défenseur, un milieu, un attaquant, c'est les fondamentaux. 7-12 ans. Après 12-15 ans, vous avez la préformation, où là, c'est le développement technique, développement des différentes aptitudes, on va dire développement cognitif aussi, où on commence à apprendre aux joueurs comment prendre les informations, etc. On apprend également encore une fois, comme on dit, les repères sur le terrain, donc la ligne des défenseurs, les milieux, les attaquants, on commence à apprendre un petit peu ces différentes choses-là. On développe l'endurance également, le côté athlétique, tout ce qui est endurance, l'amplitude des foulées, etc. Bon, pour aller un peu plus loin. Donc ça, c'est la préformation. Ensuite, vous avez la formation, entre 15 et 18 ans, où là, on est vraiment dans le développement physique, ou des joueurs, vous avez des joueurs par exemple à 14 ans qui font 1m70 qui sont tout minces et vous les retrouvez à 16 ou 17 ans, c'est des monstres. Et il y a eu développement athlétique à ce moment-là, développement physique. Donc 15-18 ans, formation, développement physique, développement technico-tactique, c'est là où on apprend c'est quoi un 4-3-3, un 3-5-2, on sait qu'un ailier doit faire tel travail, du travail spécifique aussi. On commence à faire des spécifiques défenseurs, des spécifiques attaquants, on commence à apprendre aux attaquants que quand tu tires enroulé, ça va rentrer comme ça, c'est-à-dire voilà. Donc ça c'est 15-18 ans et on commence aussi à intégrer la notion de compétition. Voilà, sous toutes ses formes, la compétition sous toutes ses formes, la concurrence. Quand tu joues pas bien, il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Quand tu joues un match, c'est pour gagner. Donc on intègre la notion de compétition. Et ensuite, 18-20 ans, on est en post-formation, où là, c'est le perfectionnement. On perfectionne tout ce qu'on a appris depuis petit. Et on intègre la compétition, on commence à intégrer la compétition senior pour les meilleurs. Et 20 ans plus, c'est compétition senior. Donc au début, j'avais cette chose-là en tête. Sauf que l'idée c'était ça, c'était de mettre ça en place, de proposer, à travers la DTN, etc., mais de proposer ça. Sauf que ça, c'est 8-10 ans. Il faut 8-10 ans, c'est-à-dire qu'il faut prendre des jeunes qui ont aujourd'hui 7, 8, 9 ans, et c'est un travail qui se fait sur 8-10 ans. Est-ce qu'on a 8-10 ans aujourd'hui ? On n'a pas. On va dire ça aux supporters que, on n'a pas fait les 2 dernières CAN, mais attends un peu. D'ici 10 ans, t'inquiète, ça va venir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible, tu vois. Donc, ça, c'est une réflexion que j'ai fait tout seul. Et j'ai barré. J'ai dit ça, c'est hors de question, tu vois. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, il fallait qu'à ce moment-là, que je trouve ou que j'imagine une autre manière d'accélérer les choses. Donc, en fouillant un petit peu, en regardant ce qui se fait autour dans les autres pays, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on fait. Déjà chez nous, j'ai remarqué qu'effectivement, on avait les U17, les U20, mais qu'entre les U20 et l'équipe A, il y avait un trou. Donc, ce qui veut dire qu'on a des joueurs parfois qui peuvent avoir un potentiel, qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, mais qui n'ont pas ce lien directement avec l'équipe A, parce que l'objectif c'est toujours l'équipe A, qui n'ont pas ce lien avec l'équipe A, donc à ce moment-là ils se perdent un petit peu, ils peuvent se perdre, c'est-à-dire qu'un joueur qui est très bon à 17-18 ans, il peut être bon en académie, il peut être bon peut-être dans un club où il commence peut-être à jouer un petit peu, mais s'il n'y a pas ce gap pour le faire progresser, pour le faire passer le step, ça va être difficile de le retrouver en équipe A peut-être 3 ans ou 4 ans après.
Les meilleurs, ils y arrivent. Ceux qui sont très doués, ils y arrivent. Mais pour le reste, ils se perdent un petit peu. Donc, en regardant un petit peu ce qui se faisait autour, je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup de nations s'appuyaient sur cette catégorie U23. Okay. Parce que c'est celle qui regroupe, on va dire, la tranche d'âge qui précède un petit peu l'équipe A. Ouais. Donc les joueurs qui ont entre 17 et 20, 21 ans à peu près. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas nous aussi partir sur ce projet-là et essayer pourquoi pas de regrouper ces jeunes-là pour les faire travailler. Et en même temps, à ce moment-là, j'étais confronté aussi à un problème, c'était par rapport aux joueurs expatriés, donc aux Togolais ou communément, comme tout le monde dit, les binationaux. Donc il y avait plusieurs d'entre eux qu'on avait approchés, que j'avais approchés, certains je m'étais déplacé pour les voir, etc. Donc il y avait beaucoup d'hésitation, parce qu'effectivement le Togo n'était pas à ce moment-là très attractif. Faut dire ce qui est, on va pas se mentir. Forcément, quand vous arrivez, quand on vous appelle pour le Togo et que le Togo vient de sortir de la dernière CAN ou vient de je sais pas moi, est sur une bonne dynamique depuis 2 ans, a fait ceci, a fait cela, c'est plus facile. Ouais. Là, c'était pas le cas. Donc, il fallait expliquer le projet, mais il fallait aussi convaincre, donner l'envie à ces joueurs-là de venir. Donc, il y avait ce problème-là, mais c'est des joueurs qui étaient déjà confirmés, des joueurs qui étaient déjà professionnels, qui avaient déjà on va dire jouer un petit peu en professionnel ou qui étaient professionnels, qui jouaient en Ligue 1, en Bundesliga, etc. Donc qui n'avaient pas forcément cette conviction qu'aller en équipe nationale pouvait être bénéfique pour eux. Donc il fallait faire tout un travail pour leur faire comprendre qu'il y avait cette possibilité-là aussi. Donc confronté à ça, je me suis dit, c'est vrai que ces joueurs-là, aujourd'hui, ils ont 22 ans, 23 ans, 24 ans. Et je me suis dit aussi, pourquoi ne pas viser la tranche d'âge plus basse, des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans, qui sont expatriés ou binationaux, comme on dit, et dès maintenant, les récupérer pour que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'ait pas à courir derrière eux, comme c'est le cas aujourd'hui de joueurs comme Barcola, comme Brassier, comme Alidou, comme d'autres joueurs. Voilà, il y en a pas mal, Naré, tout ça. Donc l'idée, c'était un petit peu ça. Donc je me suis dit, sur le plan local, il y en a certains que je connaissais, certains jeunes que je connaissais, comme Josué Doké, comme Sama Abdoulalimou, certains que je connaissais. Mais je ne maîtrisais pas, on va dire, la totalité. Ouais. Donc, il fallait justement mettre ce truc en place-là. Donc, l'idée, on va dire l'objectif, l'idée de base de cette sélection U23, c'était vraiment de créer comme une pépinière, une équipe compétitive avec les meilleurs talents ou les meilleurs joueurs qui avaient le plus gros potentiel. C'est important ce que je dis, les mots, ils ont leur importance. Potentiel. Ça ne veut pas dire forcément le meilleur joueur, mais celui qui a le plus gros potentiel. Ouais. Un joueur qui peut avoir 18 ans, mais a un plus gros potentiel qu'un autre qui a 21 ans, qui est titulaire peut-être dans son équipe première aujourd'hui dans le championnat local, mais celui qui a 18 ans a peut-être un plus gros potentiel. Donc ça veut dire qu'en le faisant travailler lui pendant 2 ans, il va arriver beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que celui qui a 21 ans et qui est déjà titulaire dans son club, etc. etc. Donc, c'était de récupérer les plus gros potentiels et donc sur le plan national déjà et d'y ajouter aussi les meilleurs joueurs expatriés pour que ces joueurs-là, justement, encore une fois, pour les avoir sous la main. Le meilleur exemple de ces joueurs, entre guillemets, locaux ou qui étaient sur le plan national ou bon, peut-être un petit peu à côté pour ceux qui sont au Ghana, c'est aujourd'hui, je veux dire, qui symbolise, c'est Derman et Doké. Okay. Karim Derman, entre-temps, il est parti à Feyenoord, mais c'est un pur produit du Togo avant d'aller à Wafa, mais c'est un pur produit, voilà. C'est pas un joueur qui a été formé à Rennes ou au Havre ou à Châteauroux, c'est au Togo. Surtout, ouais. Josué Doké, même chose. C'est un pur produit togolais. Aujourd'hui, il est à Charleroi. Mais ces 2 joueurs-là, bon, Doké, lui, il était passé déjà par l'équipe A avec Claude Leroy. Mais Derman, par exemple, aujourd'hui, qui est titulaire en équipe A, c'est un pur produit de ce projet-là. Donc, qui a été révélé au coach du RT dans cette catégorie U23. Ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'était un petit peu ça, de regrouper ces joueurs-là, de les faire travailler ensemble.
pendant 2 ans, parce qu'on s'est fixé comme objectif 2 ans. Donc c'est un projet, on va dire, du staff A. C'est un projet qu'on a imaginé, même si je l'ai imaginé, tout ça, qu'on a mis ensemble en place avec le staff A, en collaboration avec le coach Duarte, donc qui a suivi dès le départ le projet, les étapes, les joueurs, tout depuis le début. C'est pour ça tout à l'heure quand je te disais que c'est lui qui me fait découvrir les jeunes, bah, c'est pour ça, c'est parce que c'est des jeunes qu'il connaît. Donc l'idée c'était de regrouper ces joueurs-là, de les faire travailler pendant 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce qu'au moment où on a commencé, c'était en mars 2022. 2 ans après, on arrive en mars 2024. Mars 2024, ça coïncide avec le début de la du nouveau cycle. Nouveau cycle, ça veut dire éliminatoire CAN 2025, éliminatoire Coupe du Monde 2026, donc nouveau cycle. Donc pendant 2 ans, c'était vraiment de faire travailler ces joueurs-là au maximum, de les faire progresser, pour qu'ils atteignent. Ils n'y arriveront pas tous. Hein. C'est pas 15 joueurs ou 20 joueurs U23 qui vont remplacer 23. Non, c'est pas ça. Mais les meilleurs d'entre eux, si tu en récupères 3, c'est déjà bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas 8, 9, 10. Si tu en récupères 3 de très haut niveau, c'est déjà une réussite. Si c'est 5, tant mieux. Si c'est 10, ah bah là, c'est jackpot. Tu vois, voilà. Donc, c'est pas tous qui y arriveront, mais les meilleurs. Mais il faut qu'ils travaillent dans les bonnes conditions. Il faut qu'ils soient mis dans les bonnes situations, dans le bon contexte pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc, l'objectif, c'était vraiment de travailler dans ce sens-là, qui travaille aussi avec la même philosophie que l'équipe A. Ça, c'était très important pour Duarte. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'aujourd'hui, quand vous avez un joueur qui évolue en espoir, c'est un exemple, hein, si en équipe A, on joue dans un système en 4-3-3, mais que le joueur est habitué à jouer en 3-5-2 avec l'équipe espoir, le jour où lui il fait appel à ce joueur-là, il faut qu'il lui réapprenne comment jouer en équipe nationale, parce que c'est pas pareil en club, en équipe nationale dans le système de l'équipe A. Sachant que c'est un objectif qui est directement pour l'équipe A, il faut que ces joueurs-là travaillent avec la même philosophie que l'équipe A, pour pouvoir justement, pour que l'assimilation, l'intégration soit le plus rapide possible. Donc ça, c'était très important, et il souhaitait aussi que ce travail-là soit fait un petit peu comme si c'est lui-même qui... même si c'est lui qui est responsable, hein, c'est le premier responsable technique de ce projet. Donc il fallait que ça suive un petit peu ses envies. Donc maintenant, ça, c'est le côté technique. Maintenant, on va dire le côté un petit peu autour de ce projet. Pour les joueurs locaux, c'est une opportunité. Ça peut être une vitrine, parce que lors des différentes sorties, des éliminatoires, des tournois, etc., c'est une vitrine. C'est un tremplin pour ces joueurs-là, pour qu'ils se montrent. Pourquoi pas, à travers ces matchs-là ou à travers ces tournois-là, ne pas se montrer pour pouvoir peut-être être recruté par des clubs à l'extérieur, sur le continent, en Europe. Mais il fallait que ce travail-là soit fait pour qu'ils puissent partir dans les meilleures conditions, avec le plus de bagages possible. Donc pour les locaux, c'était une belle opportunité. C'est une belle opportunité. Et pour les expatriés, les joueurs qui sont formés à l'extérieur, par exemple, c'est une manière un petit peu de cultiver dès aujourd'hui, à 17, 18, 19, 20 ans, de cultiver un petit peu leur fibre patriotique. Parce qu'il y a aussi une chose qui est importante, c'est que les joueurs qui ne connaissent rien du tout à l'équipe nationale du Togo, quand ils ont 22, 23, 24 ans, et que tu vas les chercher, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, déjà ils sont professionnels, ils jouent dans leur club, etc. Bon, ils voient pas trop qu'est-ce que la sélection va leur apporter, parce qu'ils imaginent pas qu'en devenant international leur carrière peut changer. Donc il y a cette première chose là, mais la deuxième chose, c'est que quand ces joueurs là viennent, ils n'ont pas forcément la fibre patriotique, ce qui veut dire qu'à la moindre difficulté, ils laissent tomber, ils baissent les bras, parce qu'ils n'ont pas été justement baignés dans ce contexte là, alors qu'un joueur qui a fait les espoirs, qui avait comme objectif d'arriver en équipe A, qui a galéré, qui a travaillé, qui a perdu, qui a gagné, qui a éprouvé de la joie, qui a pris connaissance du contexte, qui a vécu avec le public, qui a eu le public derrière lui, etc., etc. Tout ça, tout cet engouement, quand il arrive en équipe A, il peut que savourer. Et il connaît déjà, c'est pas la moindre difficulté, il va baisser les bras ou ceci, là, non. Il sera pareil qu'un joueur qui a été formé au pays, ils sont ensemble. Donc l'objectif, c'était vraiment, par rapport aux expatriés, d'arriver à créer cette chose-là.
et qui s'habituent directement au contexte. Mais ça, c'est l'objectif. Ouais. Mais avant d'arriver à cet objectif-là, il y a tout un parcours. Bien sûr. Et dans ce parcours-là, il y avait des checkpoints. Les checkpoints, c'était la qualification à la CAN U23, qui va se jouer là en juin, au Maroc. Donc, on a été éliminé. Et surtout, à travers cette CAN U23, il y avait la qualification au JO Paris 2024, qui était vraiment l'objectif principal. Parce que j'estime qu'on a un groupe assez qualitatif pour le faire. Bien sûr. D'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces jeunes-là, les meilleurs joueurs ne sont pas encore arrivés. Les meilleurs jeunes joueurs ne sont pas encore arrivés. Il y en a encore 2 ou 3 avec qui on est en discussion, etc., qui doivent arriver encore. Ouais. Donc ça veut dire que le groupe, normalement, doit s'étoffer de plus en plus. Il y a certains même qui sont visés directement pour l'équipe A, mais que le coach, peut-être à l'avenir, va mettre à disposition peut-être plutôt des espoirs pour qu'ils travaillent encore un petit peu. Donc l'objectif, c'était vraiment CAN U23, JO 2024. Donc ça fait beaucoup de matchs, ça fait beaucoup de travail, ça fait beaucoup de contexte, de situations, de vécu ensemble aussi, pour qu'au bout de ces 2 ans-là, ces joueurs-là soient capables, pourquoi pas pour les meilleurs d'entre eux, d'intégrer l'équipe A, toujours en vue des éliminatoires 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Donc c'était ça un petit peu le projet et l'objectif pour cette catégorie U23. Bon, il y a des choses que j'ai oubliées, mais je pense que j'ai balayé un petit peu tout. Bien étoffé, ouais, clairement.